On s'intéresse dans cette partie du chapitre sur la mécanique à la notion d'énergie. Donc, nous avons vu dans le chapitre précédent la notion de force, sauf que cette force, c'est une grandeur plutôt mathématique qui nous permet de représenter les interactions entre les différents objets. D'un point de vue physique, en fait, il s'agit d'échanges d'énergie à chaque fois. Nous avons dans ce chapitre défini trois types d'énergie, l'énergie cinétique, l'énergie potentielle et la somme des deux qui formera l'énergie mécanique. Tout d'abord l'énergie cinétique, 1/2 de la masse fois la vitesse au carré. Ses propriétés, il s'agit d'un scalaire supérieur ou égal à 0. S'il est égal à 0, ça signifie que l'objet est immobile. S'il est plus grand que 0, ça veut dire que l'objet se déplace. Puisque l'énergie cinétique dépend de la vitesse, ça veut dire qu'il dépend obligatoirement du référentiel. Et en tant qu'énergie, il s'exprime en joules. Ou kilogramme, mètre carré, seconde moins 2. Si on s'intéresse maintenant à son expression dans différents repères, tout d'abord dans le cartésien, la vitesse s'exprime en x point, y point, z point selon les différentes coordonnées. L'énergie cinétique s'écrira 1/2 de m x point carré plus y point carré plus z point carré. Pour le cylindrique, exactement la même chose. La vitesse s'écrit r point, rθ point, z point pour les différentes coordonnées. Donc son énergie cinétique s'écrira 1/2 de m r point carré plus rθ point carré plus z point carré. Si on s'intéresse à ces variations, c'est-à-dire qu'on va étudier si l'énergie cinétique croît ou décroît, on va alors devoir considérer la dérivée de l'énergie cinétique par rapport au temps. Si je considère un point M soumis à différentes forces, F1, F2, F3 par exemple, sur ce schéma, l'étude de la variation de l'énergie cinétique revient à considérer comment, sous l'effet de ces différentes forces, l'énergie cinétique va varier. Les variations sont obtenues via la dérivée par rapport au temps, dEc sur dt, va être égale à une grandeur que l'on appelle la puissance de la force. S'il y a plusieurs forces, on aura une somme des puissances. Par définition, la puissance d'une force, c'est F scalaire V. Ses propriétés sont, tout d'abord, c'est une grandeur scalaire. Elle dépend du référentiel, en effet, la force scalaire, la vitesse, dépend de la vitesse. Et enfin, elle s'exprime en watts ou joules par seconde, ou, dans les unités du système international, kilogramme, mètre carré, seconde moins 3. Son signe va être intéressant pour étudier les variations de l'énergie cinétique. En effet, selon la valeur de l'angle reliant F et V, eh bien la puissance sera soit positive, soit négative, soit nulle. Et donc l'énergie cinétique sera croissante, décroissante ou constante. Lorsque la puissance est positive, ça veut dire que l'angle qui est entre la vitesse et la force est un angle aigu. Alors l'énergie cinétique croît. On dit et donc la vitesse augmente. On dit que la force est motrice. Dans le cas opposé, si la puissance est négative, ça veut dire que l'angle entre V et F est un angle obtus, son énergie cinétique diminue et donc la vitesse diminue. On parle de force résistante. Et enfin, la puissance égale à 0, eh bien dans ce cas-là, ça veut dire que la force et la vitesse forment un angle droit, et donc l'énergie cinétique est constante. Et donc la vitesse sera constante. On dit que cette force ne travaille pas. Nous avons étudié l'évolution de l'énergie cinétique au cours du temps. Maintenant, essayons de comparer deux instants, l'instant final et l'instant initial. L'instant lorsque le point M se trouve au niveau du point B par rapport à l'instant où le point M se trouve au niveau du point A.
La variation d'énergie cinétique, delta EC, qui sera égale à ECB moins ECA, la fin moins le début, sera égale à la somme des travaux. Par définition, le travail est donné par l'intégrale sur le chemin de f scalaire dOm, où dOm se trouve être le déplacement infinitésimal, vitesse fois dt. Ce travail représente la quantité d'énergie qui a été donnée au point M, lorsqu'il est positif, ou qui a été récupérée du point M via la force F par le milieu extérieur, lorsque le travail est négatif. Le lien entre la puissance et le travail est donné par PFI dt. Ce travail s'exprime en joules et cette égalité delta EC est égale à la somme des travaux et ce que l'on appelle le théorème de l'énergie cinétique. On s'intéresse maintenant à la notion d'énergie potentielle. Et qui dit énergie potentielle dit forcément force, avec un S, conservative. Conservative, qu'est-ce que cela signifie? D'un point de vue mathématique, cela signifie que la puissance de la force peut s'écrire comme une dérivée d'une certaine fonction petit f au cours du temps. Et si on peut écrire PF comme la dérivée d'une fonction, eh bien on sait que cette fonction-là, son inverse est ce que l'on va appeler l'énergie potentielle. En opposition, si il nous est impossible d'écrire la puissance comme une dérivée d'une certaine fonction au cours du temps, eh bien cette force sera dite dissipative ou non conservative. Un exemple très simple est la force de frottement. Frottement fluide ou frottement solide, c'est la même chose. Un exemple de force conservative. Nous en avons vu deux dans le cours. Le premier est l'exemple du poids, c'est-à-dire le poids étant égal à mg, toujours dirigé verticalement vers le bas. Eh bien, on a prouvé que l'énergie potentielle, que l'on va appeler énergie potentielle de pesanteur, EPP, sera égale à mgz plus une constante. Alors, faire bien attention, mgz plus une constante lorsque le vecteur uz est dirigé vers le haut, moins mgz lorsque le vecteur uz est dirigé vers le bas. Il faudra donc faire bien attention aux repères que nous allons considérer. La force de rappel du ressort. Nous savons que la force est égale à KL moins L0 uz lorsque l'on considère un ressort de raideur petit k et de longueur à vide L0. Sur le dessin, là, nous avons un étirement. La force est donc vers la gauche. Le signe plus ou moins devant la force dépendra de l'orientation de uz. Je vous renvoie au chapitre M2 pour comprendre tout cela. Si je m'intéresse à l'énergie potentielle de rappel du ressort, ou EPR, eh bien là, ça sera 1 demi de KL moins L0 au carré. Là, il y aura toujours un plus, quelle que soit l'orientation de votre repère, devant cette énergie potentielle. À quoi sert l'énergie potentielle? On va avoir plusieurs utilités. La première, c'est qu'un système libre, c'est-à-dire que l'on laisse se déplacer librement sans que l'opérateur intervienne, eh bien, cherchera toujours à minimiser son énergie potentielle. On pourra ainsi voir le mouvement comme une recherche de la minimisation de l'énergie potentielle. Mais l'énergie potentielle nous renseigne également sur certaines positions particulières que l'on va appeler les positions d'équilibre. C'est-à-dire lorsque votre point M, si vous le placez dessus, il ne se mettra plus à se déplacer. Pour trouver une position d'équilibre, il faut déterminer la dérivée de l'énergie potentielle, attention, en fonction de la position et pas en fonction du temps.
Donc DEP sur dx, lorsque c'est x le paramètre de position, sera égal à 0 lorsque x est égal à x équilibre. Grâce à ces positions d'équilibre et à la dérivée seconde, il sera possible de savoir si cet équilibre est stable, c'est-à-dire que lorsqu'on le déplace légèrement, le point M va essayer de revenir à cette position-là. La dérivée seconde au niveau de cette position d'équilibre sera donc positive, ou instable, c'est-à-dire que lorsque l'on déplace légèrement le point M de cette position d'équilibre, eh bien, il va le quitter et ne plus jamais revenir dessus. La dérivée seconde est alors à cette position négative. On peut reprendre l'exemple de la colline ou du bol. Il nous reste une dernière énergie qui est en fait la somme des deux énergies précédentes, c'est-à-dire l'énergie mécanique, EC plus EP. Le théorème de la puissance mécanique nous donne que la dérivée de l'énergie mécanique est égale à la somme des puissances des forces non conservatives, uniquement. Si il n'y a que des forces conservatives, nécessairement PFNC est égal à 0, donc la dérivée de l'énergie mécanique est égale à 0, ce qui veut dire que l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique, l'énergie mécanique, est une constante. Ainsi, si l'énergie potentielle augmente, l'énergie cinétique va diminuer. Si l'énergie potentielle diminue, l'énergie cinétique augmente. Le théorème de l'énergie mécanique, maintenant, est égal à delta EM, l'énergie mécanique au niveau du point B, moins l'énergie mécanique au niveau du point A, et ça sera égal au travail des forces non conservatives. En conclusion, un petit schéma permet de résumer en gros physiquement qu'est-ce qui se passe lorsqu'un point M est en déplacement et subit des interactions. Il va y avoir donc deux types d'énergie, l'énergie cinétique d'une part et l'énergie potentielle d'autre part. La somme de ces deux formera l'énergie mécanique. L'échange d'énergie cinétique vers l'énergie potentielle se fait par des puissances qui sont négatives et conservatives. Alors que les puissances conservatives positives font passer l'énergie potentielle vers l'énergie cinétique. Les puissances non conservatives vont occasionner un échange avec le milieu extérieur et une variation de l'énergie mécanique avec la règle, si la puissance non conservative est négative, ça veut dire que l'énergie mécanique va diminuer, tandis que lorsque la puissance non conservative est positive, ça veut dire que l'énergie mécanique va augmenter. Il y aura un gain d'énergie mécanique. Voilà, on vient de finir donc le cours sur l'énergie du point. Ces notions-là vont être réutilisées dans différents chapitres de l'année. Et le premier chapitre qui va nous intéresser, ça sera la thermodynamique. En effet, nous allons parler d'échange d'énergie, non pas à l'échelle d'un point matériel, mais à l'échelle d'un système un peu plus complexe.